Bonjour tout le monde, nous voilà à nouveau réunis pour le chapitre suivant, chapitre numéro 4, qui parle toujours des ondes, mais après avoir caractérisé les ondes lors du chapitre numéro 3, eh bien nous allons voir dans la suite comment les ondes se comportent au travers de trois phénomènes différents. Alors le premier d'entre eux est le phénomène de diffraction. Alors ce phénomène de diffraction a été mis en évidence notamment au travers d'images correspondant donc à ce que l'on peut voir par exemple quand la houle qui se forme au large arrive à proximité d'une crique, d'un port. On voit apparaître des ondes qui ont une forme circulaire alors que la houle correspond donc à la formation d'ondes qui sont plutôt rectilignes. Donc concrètement, le port, la crique ici se comporte comme un obstacle vis-à-vis de l'onde qui progresse, et cet obstacle va déformer l'onde. Ça correspond donc à ce phénomène de diffraction, hein, c'est la modification de la forme de l'onde. En revanche, là ça se voit pas trop, mais on l'a vu donc au travers de l'expérience sur la cuve à ondes, la longueur d'onde, elle, n'est pas modifiée. On a juste une déformation de l'onde. Donc concrètement, ce phénomène de diffraction est un phénomène qui n'intervient pas que pour les ondes mécaniques à la surface de l'eau, mais c'est un phénomène très général à tous les phénomènes ondulatoires. Les ondes mécaniques, donc là on en a une preuve ici, mais aussi les ondes électromagnétiques dont fait partie la lumière. Cette diffraction, comme on le voit sur l'image ici, va modifier la forme de l'onde et va entraîner une dispersion, un éparpillement, un étalement des directions de propagation. Là, vous aviez donc des ondes qui étaient rectilignes, qu'on pourrait donc tracer comme ceci. Voilà. Et la houle se propage d'un point source qui est provoqué donc par le vent. Voilà, vous avez l'apparition donc des vagues au large et ces vagues vont se rapprocher dans cette direction-là. Arrivé au niveau de l'ouverture, eh bien vous avez les ondes qui vont aller et dans ce sens, et dans ce sens, et dans ce sens. Autrement dit, dans toutes les directions, depuis le point qui est ici, qu'on considère comme un point source. C'est comme si l'onde avait été créée au niveau d'un point qui est ici, donc comme si les ondes étaient créées par une source ponctuelle. Donc c'est ce qui caractérise ça, le phénomène de diffraction. Alors c'est valable pour une ouverture, c'est valable aussi dans le cas d'un obstacle. Alors à quoi correspond et à quoi ressemble la figure de diffraction ? Dans le cas d'ondes lumineuses, on retrouve ce phénomène d'éparpillement des directions. On a ici l'illustration avec un laser. Donc la lumière laser est très très directive. Sans la présence de cet obstacle qui est ici, on obtient un spot rouge qui serait dans cette direction unique. La présence de l'obstacle, qui est ici une fente lumineuse, va entraîner un étalement des directions de propagation. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même malgré tout une majorité de lumière dans la direction d'origine de la propagation de la lumière, mais on va aussi retrouver de la lumière, que ce soit à droite ou à gauche, plus ou moins étalée. Et donc on a bien un éparpillement des directions de propagation de la lumière ici. La figure de diffraction ressemble donc à une droite pointillée, avec un pointillé central, une tache centrale, qui est 2 fois plus large que toutes les autres taches qu'on va retrouver sur les côtés. La largeur de la tache donc, est notée petit l ou grand L en général, et la distance qui sépare l'écran de l'obstacle, de la fente, est notée grand D. On définit un angle qu'on appelle l'angle d'ouverture ou l'angle de diffraction. Cet angle, il est matérialisé il se retrouve entre deux droites, donc la droite direction de propagation d'origine qui arrive jusqu'ici, au niveau de ce point, et entre donc cette droite et une autre droite qui correspond à la première extinction entre le pointillé central et le pointillé voisin. Alors que ce soit vers la droite ou vers la gauche, peu importe, il y a une symétrie. Donc voilà l'angle de diffraction, l'angle θ.
on appelle l'écart angulaire. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Grâce à la trigonométrie, donc on a ici une vue en perspective, mais si on regarde du haut, on voit apparaître un triangle rectangle avec un angle droit situé ici. Et la trigonométrie nous dit donc que la tangente de cet angle θ est égale au côté opposé. Le côté opposé, c'est la moitié de la distance L, donc L sur 2, divisé par le côté adjacent, cette distance-là, qui est la distance grand D. Donc c'est égal à L sur 2D. D'autre part, cet angle θ est petit. Là, on n'est pas du tout sur un schéma à l'échelle, mais si on se place beaucoup plus loin, si la distance grand D est bien plus grande, forcément, l'angle θ va devenir très petit. Et mathématiquement, quand l'angle θ est petit, eh bien, il est quasiment égal à sa tangente. Autrement dit, cette équation-là devient θ pratiquement égal à L sur 2D. On a démontré expérimentalement lors de l'activité 9 que l'angle θ dépendait de la taille de l'obstacle qui est ici. Et il dépend de manière inversement proportionnelle. Autrement dit, plus l'obstacle est petit, plus la largeur de l'obstacle est petit ici, plus la figure de diffraction va être étalée, plus l'angle θ va être grand. Et le coefficient de proportionnalité, donc entre θ et l'inverse de A, eh bien, est égal justement à la longueur d'onde du rayonnement qui est utilisée. Donc vous pourrez confirmer ces observations à l'aide de l'animation qui est ici, qui vous permet de modifier et la largeur de l'obstacle et la valeur de la longueur d'onde, et on voit bien qualitativement l'évolution. Après, pour voir une évolution quantitative, il faut faire des mesures, comme il a été fait donc lors de l'activité 9. On obtient donc une relation ici qui est à connaître par cœur. Cette relation-là fait intervenir donc l'angle θ, et on en a une autre qui a été démontrée de manière mathématique grâce à la trigonométrie qui fait également intervenir l'angle θ. Donc évidemment, comme on a deux expressions différentes pour un seul et même angle, il est possible de réunir ces deux expressions pour ensuite, eh bien, en fonction de ce que demande l'énoncé de l'exercice, calculer une longueur d'onde, calculer la largeur d'un obstacle. Voilà. Le point de départ de quasiment tous les exercices, ça va être établir cette relation qui est là, donner cette relation qui est là, et la combinaison des deux nous permet de poursuivre l'exercice. Alors, le phénomène de diffraction ne s'observe pas tout le temps. Si l'on reprend la formule qui est ici, pour voir la figure de diffraction, il faut que l'angle θ, bien qu'étant petit, ne le soit pas quand même trop. Et pour que l'angle θ ne soit pas trop petit, eh bien, il faut que lambda et A, qui sont ici, soient du même ordre de grandeur. Si la valeur de A, si l'obstacle est trop grand, eh bien, on va avoir un angle θ, si le A ici est trop grand, on va avoir un angle θ qui va tendre vers 0. Qui va valoir 0. Et dans ce cas-là, évidemment, si l'angle θ vaut 0, la figure de diffraction n'est pas observable. Donc, θ peut être petit, mais ne doit pas être trop petit. Et donc, dans ce cas-là, il ne faut pas que lambda soit trop petit par rapport à A. On dit que lambda doit être du même ordre de grandeur que A. Dans le cas de la lumière visible, eh bien, les longueurs d'onde visibles sont de l'ordre de la centaine de nanomètres. Eh bien, l'obstacle qui va permettre la diffraction de la lumière ne doit pas être trop petit. Il faut être dans des ordres de grandeur du micromètre, par exemple. La taille des fils qu'on a utilisés ou la taille d'un cheveu, le diamètre d'un cheveu permet la diffraction de la lumière. En revanche, une porte qui fait quelques dizaines de centimètres de large ne diffracte pas la lumière. En revanche, elle va diffracter le son puisque la longueur d'onde des sons émis correspondant à une voix normale sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Dans le cas des rayons X qui ont une longueur d'onde beaucoup plus petite encore que la lumière visible, eh bien ces rayons X vont pouvoir être diffractés par des obstacles encore plus petits, de l'ordre du dixième de nanomètre, soit de la taille d'un atome. Et historiquement, c'est cette méthode par la diffraction des rayons X qui a permis d'étudier l'organisation de la matière à l'infiniment petit, puisque l'analyse de la figure de diffraction des rayons X nous a permis d'avoir
une idée de la taille des obstacles, autrement dit de la taille des atomes, ou de la taille de l'écart qu'il y avait entre les atomes, soit l'organisation de la matière dans l'infiniment petit. Et là encore, si ça vous amuse, ou si vous voulez parfaire votre culture générale, je vous renvoie sur un lien que vous pouvez suivre. Que se passe-t-il dans le cas d'une lumière polychromatique? Eh bien, nous avons vu la formule θ égale lambda sur A, et donc cette formule θ égale lambda sur A fait intervenir la longueur d'onde. Si la longueur d'onde varie, autrement dit si on passe d'une couleur à une autre, eh bien l'angle θ, l'angle de diffraction, va changer. Et donc si on a une ouverture de diffraction, un angle de diffraction qui diffère, eh bien on va avoir une dispersion tout simplement de la lumière blanche, comme on peut le voir ici. Donc ce petit appareil là s'appelle un réseau, qui permet donc de décomposer la lumière grâce au phénomène de diffraction. Donc on a un phénomène de dispersion, c'est-à-dire séparation des différents composants de la lumière, grâce au phénomène de diffraction, et on obtient ainsi le spectre de la lumière blanche. Les manifestations du phénomène de diffraction peuvent être positives ou négatives en fonction du phénomène étudié. Historiquement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui nous a permis de prouver que la lumière avait un caractère ondulatoire, puisque le phénomène de diffraction, on l'a observé dans le cas d'ondes mécaniques, les vagues par exemple à la surface de l'eau, et lorsqu'on a mis en évidence le phénomène de diffraction dans le cas de la lumière, eh bien on a fait le rapprochement. Et on en a donc émis l'hypothèse que la lumière avait un caractère ondulatoire à l'époque où on était aussi sur une hésitation avec le modèle corpusculaire. On en reparlera plus tard dans l'année, mais finalement les deux natures de la lumière sont tout à fait valables l'une comme l'autre en fonction de la situation dans laquelle on étudie. Aujourd'hui, le phénomène de diffraction est plus souvent vu comme une limite à l'observation. La diffraction allant à l'encontre du phénomène de propagation rectiligne d'une onde, eh bien l'information que porte cette onde va se trouver dispersée. Elle ne va pas dans une seule et unique direction si la diffraction apparaît, mais vous allez avoir des informations qui vont être perdues un peu à droite, un peu à gauche. Autrement dit, c'est plutôt vu comme un inconvénient, une limite, qu'il va falloir diminuer au maximum. Un exemple concret, dans le cas de la lecture des Blu-ray et des DVD, donc voilà l'image que je vous avais montrée. Si on prend le cas d'un DVD, il est lu par un laser rouge dont la longueur d'onde est de 650 nanomètres, et le spot correspondant donc au laser rouge dépend de la longueur d'onde choisie. Et donc là, on voit qu'on ne peut pas espacer moins les pistes de lecture, sinon le spot lumineux eh bien, viendrait frapper deux pistes voisines en même temps, ce qui créerait bien sûr quelque chose de totalement inaudible. Eh bien, la largeur de ce faisceau lumineux est due à un phénomène de diffraction. Et le phénomène de diffraction dépendant de la longueur d'onde, et bien évidemment, il faut limiter ce phénomène de diffraction. Pour cela, on choisit une longueur d'onde plus petite, par exemple la longueur d'onde correspondant à la couleur bleue, d'où le Blu-ray. Et donc l'épaisseur, hein, le diamètre du faisceau, est dû à un phénomène de diffraction. Donc on cherche à le limiter là, on y arrive, et ainsi on peut mettre beaucoup plus d'informations sur un seul et même disque. Donc voilà pour le phénomène de diffraction qu'on a déjà eu l'occasion de mettre en application grâce à des exercices. Le deuxième des phénomènes qui est étudié dans ce chapitre, c'est le phénomène d'interférence. Alors, comment apparaît ce phénomène d'interférence? Eh bien, en complexifiant très très légèrement le dispositif qui me permet de mettre en évidence la diffraction. Une diffraction apparaît lorsqu'on a un obstacle, une fente lumineuse par exemple. Donc là, ça correspond à la figure A que l'on observe ici. Vous reconnaissez le pointillé central plus large que les pointillés qui sont sur les côtés. La figure A, c'est
tout à fait un phénomène de diffraction. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on met non pas une seule fente lumineuse comme obstacle, mais deux fentes très proches l'une de l'autre comme obstacle? Eh bien, on va reconnaître le pointillé central ici avec les pointillés qui sont sur les côtés. Donc, vu de loin, la figure B ressemble à la figure A. Maintenant, si on zoome et si on y regarde de beaucoup plus près, on va voir qu'à l'intérieur de la figure de diffraction, eh bien, on voit une alternance de franges lumineuses et de franges sombres, plus ou moins lumineuses. Là, c'est plus intense, là, c'est moins intense. À la rigueur, on voit mieux les franges ici, mais on a une alternance lumineuse-sombre, lumineuse-sombre. Donc, vous avez la superposition sur cette figure B de deux phénomènes, le phénomène de diffraction, un pointillé central, deux pointillés sur les côtés et d'autres bien sûr qu'on ne voit pas. Et à l'intérieur de cette figure de diffraction, on voit apparaître un deuxième phénomène. Ce deuxième phénomène s'appelle les interférences lumineuses. Alors d'où viennent ces interférences? Chaque fente se comporte comme un obstacle et donc par définition du phénomène de diffraction va se comporter comme une source ponctuelle. Donc on va avoir deux ondes partant chacune des deux obstacles qui sont voisins l'un de l'autre. Ces deux ondes qui partent de chacun des deux obstacles vont pouvoir se superposer et interférer, comme le font des vagues, par exemple, qui se rencontreraient à la surface de l'eau. Donc imaginons cette vague à gauche, là, qui progresse vers la droite, cette vague là qui est à droite qui progresse vers la gauche, et ces deux ondes vont se rencontrer au niveau d'un point P ici. Donc là on voit que les ondes se sont rapprochées, là elles se sont complètement confondues, et une fois qu'on a atteint ce sommet, eh bien les ondes vont continuer à se propager, et là vous voyez que l'onde qui est ici a exactement la même forme que celle-là, c'est-à-dire après rencontre, avant rencontre, les deux ondes ont exactement la même forme, et pareil pour celle qui est symbolisée par la flèche rouge, avant rencontre, après rencontre, exactement la même forme. Donc qu'est-ce qu'on constate à cet endroit-là? C'est que le déplacement de matière, l'élongation, eh bien, est égal à la somme des élongations de chacune des ondes. Autrement dit, en ce point-là, les deux ondes sont capables d'interférer, d'agir l'une sur l'autre pour donner un phénomène plus important. Ça, c'est valable pour les ondes, ça n'est pas valable pour des particules de matière qui se rencontrent. Les particules de matière qui se rencontrent ne sont pas capables, comme ça, de se traverser l'une l'autre sans modification. Alors, il y a deux possibilités opposées que l'on peut rencontrer. Alors, il y a des tas de situations intermédiaires, mais qui sont plus complexes et qu'on ne détaillera pas mathématiquement. Soit les deux ondes qui vont interférer sont en phase. Donc en phase, cela veut dire concrètement, si on s'intéresse à des ondes sinusoïdales périodiques, que ces deux ondes vont admettre leur maximum en même temps, leur minimum en même temps, elles sont dans le même état vibratoire. On a déjà vu cette terminologie-là. Eh bien, si on a deux ondes qui sont en phase, l'élongation au niveau du point de rencontre va être maximale, comme c'est le cas ici. Là, vous avez deux sommets qui se rencontrent, donc lorsque on est au point de rencontre, vous voyez que la vague atteint un maximum. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque les ondes sont en phase, et dans ce cas-là, on parle d'ondes constructives. Ici, vous avez un maximum de déplacement de matière. Si on fait l'analogie maintenant avec les ondes lumineuses, un maximum de lumière, eh bien, ça correspond tout simplement à une frange brillante. Souvenez-vous de la figure d'interférence que je vous ai montré tout à l'heure, alternance de frange brillante, frange sombre. Frange brillante, c'est un maximum de lumière, eh bien, on l'obtient lorsque les interférences sont dites constructives. Lorsque les ondes sont en opposition de phase, alors opposition de phase, c'est exactement le contraire, c'est lorsque le maximum d'une onde coïncide avec le minimum d'une autre onde. Alors si ces deux ondes ont la même amplitude, comme le maximum de l'une est opposé au minimum de l'autre, si vous faites la somme des deux, eh bien vous obtenez un résultat qui est nul. Autrement dit,
Si on parle de lumière, eh bien une élongation totale nulle, ça va donner une absence de lumière, autrement dit une frange sombre. On parle dans ce cas d'interférence destructive, parce que l'une détruit l'autre, l'autre détruit l'une. Conditions d'existence pour avoir des interférences. Eh bien, il faut que les deux ondes qui interfèrent, donc qui se retrouvent, qui se regroupent au niveau d'un point, un point commun, il faut que ces deux ondes aient un certain nombre de points communs pour pouvoir être rentrées en interférence. Alors, il faut que le déphasage entre les ondes soit constant. On a dit par exemple, quand deux ondes sont en phase, eh bien, si elles sont en phase, le déphasage est nul. Mais il doit être nul tout le temps, pas seulement à un instant donné. Au cours du temps, il faut que le déphasage reste nul. Dans ce cas-là, on a la figure d'interférence qui peut apparaître. Ou bien au contraire, si on a des interférences constructives, ça veut dire que le maximum de l'une correspond au minimum de l'autre, mais ceci doit être vrai tout le temps au cours du temps. C'est-à-dire que les deux ondes peuvent être tout à fait en opposition de phase. Si elles le sont tout le temps, eh bien on verra tout le temps une frange sombre. En tout cas, il faut qu'au cours du temps, le déphasage entre les deux ondes qui vont interférer soit constant. On dit dans ce cas-là que les ondes sont cohérentes. Donc concrètement, quand on vous demande à quelles conditions observe-t-on le phénomène d'interférence, réponse, les ondes doivent être cohérentes, c'est-à-dire un déphasage constant. Et comment obtient-on des ondes cohérentes? Eh bien, en général, il faut que les deux ondes qui interfèrent, proviennent d'une seule et même source d'origine. Donc, le dispositif des fentes Young est tout à fait adapté. Il en existe d'autres, mais celui des fentes Young est très simple, puisque vous avez une source laser qui va éclairer deux fentes très très voisines l'une de l'autre. Les deux fentes sont éclairées par le même laser, et donc les deux ondes issues des deux sources, comme elles proviennent d'une seule et même source d'origine, elles sont forcément cohérentes. Si on imaginait d'envoyer deux lasers, deux rayonnements laser, l'un sur une fente, l'autre sur la fente voisine, dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'interférence, parce que les deux ondes venant des deux fentes proviendraient de deux sources différentes, qui ne sont pas cohérentes. Donc pour obtenir un dispositif d'interférence, c'est-à-dire des ondes cohérentes, il faut que les deux ondes issues des deux sources proviennent d'une seule et même source d'origine. Le dispositif Young est tout à fait adapté à ça. Alors nous allons maintenant expliquer comment on peut obtenir des interférences constructives ou destructives de manière un peu plus mathématique, en introduisant une grandeur qui s'appelle la différence de marche. Alors la différence de marche, c'est quelque chose qui porte bien son nom. Imaginons donc le faisceau laser, voilà qui est ici, qui éclaire le dispositif des fentes Young, une fente ici, qui va donc correspondre à une source, à un point source noté S1, et la fente voisine qui correspond à un point source noté S2. Donc de ces deux sources-là vont partir des rayons lumineux, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau du point P qui est là. Donc entre le point S1 et le point P, il y a un rayon qui se propage, il est matérialisé ici, et entre le point source numéro 2 et le point P, eh bien, il y a un rayon qui est matérialisé ici. Les deux rayons provenant des deux sources qui sont là, qui arrivent au point P, n'ont pas parcouru la même distance. La distance S2P est plus grande que la distance S1P. Si on trace un cercle qui a pour rayon S1P, on voit nettement ici que ce cercle arrive ici, et donc la distance S2P est plus longue que la distance S1P d'une toute petite distance qui est là, que l'on note delta, et cette différence-là, la différence de parcours entre les deux rayons, s'appelle la différence de marche. Donc la différence de marche, delta, c'est la différence, la soustraction
de la distance la plus grande moins la distance la plus petite, donc sur le dessin ici. Cette différence de marche, qui est donc une distance, elle va entraîner des interférences constructives, c'est-à-dire un maximum de lumière, si elle est égale à un multiple entier de fois la longueur d'onde. Dans ce cas-là, ça voudra dire que les sources sont en phase. Petit rappel de ce que c'est qu'une longueur d'onde. Une longueur d'onde est, par définition, la plus petite distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire. Donc, si on a une longueur d'onde d'écart, là, entre les deux ondes, si celle-là, par exemple, parcourt une longueur d'onde de plus, eh bien, si je décale d'une longueur d'onde, un maximum correspondra toujours à un maximum. Mais ça reste vrai si je décale de 2, 3, 4, etc., un nombre entier de fois la longueur d'onde, j'aurai toujours le maximum d'une source, le maximum de l'onde provenant d'une source qui coïncide avec le maximum d'une source provenant de l'autre. Autrement dit, les deux rayons sont en phase, on obtient un maximum de lumière, des interférences constructives, si cette différence de marche est un nombre entier de fois la longueur d'onde. Donc cette condition-là est à connaître et à mettre en lien donc avec interférences constructives. À l'opposé, on obtient des interférences destructives lorsque le maximum d'une source correspond, de l'onde provenant d'une source, coïncide avec le minimum de l'onde provenant de l'autre source. Et donc là, on obtient concrètement cette relation-là si on a un nombre de longueurs d'onde plus une demi-longueur d'onde. C'est-à-dire que ça ne doit pas être entier, mais ça doit être un entier plus un demi-entier de longueur d'onde. Donc, mathématiquement, c'est k plus 1 demi, donc le k plus 1 demi, ça peut être 0,5 dans le cas où k vaut 0, ou bien 1,5, 2,5, 3,5, ou négatif, hein, parce que ça marche aussi dans le négatif, évidemment, si on prend un point P qui est par là, le S1P devient plus grand que S2P, du coup là on a quelque chose de négatif, bon, peu importe. Donc voilà la relation qui va exister pour des interférences destructives. Dans ce cas-là, vous avez donc le maximum d'une onde qui correspond au minimum de l'autre, l'addition des deux fait 0, on est en opposition de phase et on obtient donc une frange sombre. Donc on verra comment on utilise ces deux relations-là, mais vous avez donc à retenir donc, ce que c'est concrètement que la différence de marche et quelle relation mathématique on a dans un cas et dans l'autre. Parce que en termes de questions, on va vous souvent étudier ce qui se passe sur un écran, on va vous dire, bon bah voilà, on se place en un point donné, voilà, qu'est-ce qu'on observe en ce point-là? Il y a deux hypothèses, enfin il y a deux possibilités, soit c'est une frange lumineuse, soit c'est une frange sombre, on ne va jamais vous mettre dans un cas intermédiaire. Donc c'est soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Dernier point, ou quasiment dernier point concernant les interférences, l'interfrange. Alors l'interfrange, expérimentalement vous l'avez vu, ou vous allez la voir. Concrètement, si je reviens au schéma, voilà ce que c'est. Si on regarde sur un pointillé, ou là latéral ou pointillé central, on voit que l'écart qu'il y a entre deux franges lumineuses successives, il est toujours le même. Alors c'est vrai ici, et on peut même comparer, alors c'est peut-être moins facile parce que là il y a plus de lumière qu'ici, mais la distance ici qui sépare deux franges lumineuses, c'est la même que la distance qui sépare deux franges lumineuses ici. Et c'est aussi la même que la distance qui sépare deux franges sombres. Et bien cette distance particulière, cette distance caractéristique du phénomène des interférences, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. Donc la définition du coup vient toute seule, la distance qui sépare deux franges brillantes successives ou bien deux franges sombres successives est appelée l'interfrange. Expérimentalement, cette interfrange, il a été démontré qu'il dépend de la longueur d'onde, lambda, et de la distance qui existe entre les deux sources, entre les deux fentes du Young par exemple. Alors il y a une formule qu'on peut utiliser en exercice, qu'on a démontré, en tout cas qu'on a identifié par élimination expérimentalement, mais cette formule n'étant pas à retenir par cœur, je ne vous la donne pas en cours,
mais dans les exercices, on aura l'occasion de la voir, le lien qui existe entre I, l'interfrange, lambda et B. Pour terminer, comme on avait terminé le paragraphe grand 1 avec la lumière blanche, qu'en est-il dans le cas des interférences? Il n'y a pas de surprise, c'est toujours la même chose, puisqu'on vient de voir dans le paragraphe précédent que l'interfrange, autrement dit la distance entre deux franges lumineuses successives par exemple, dépend de lambda. À partir du moment où on passe à une lumière blanche, c'est-à-dire des lumières polychromatiques dont la valeur de lambda est différente, eh bien vous allez avoir des interfranges pour la lumière rouge qui va être différent d'interfranges pour la lumière bleue. Et concrètement, qu'est-ce qu'on voit apparaître sur l'écran? Eh bien c'est des pointillés qui vont être irisés, c'est-à-dire avec un côté rouge, un côté bleu. Il y a une dispersion de la lumière. Et cette dispersion, donc là on n'est plus sur un phénomène de diffraction pure, on est sur un phénomène d'interférence, mais on va voir apparaître des irisations, ces dégradés de couleur. Donc c'est ce qu'on voit concrètement quand on retourne la surface d'un CD ou d'un DVD ou d'un Blu-ray, peu importe. En fonction de l'orientation qu'on va donner au disque, on voit apparaître une sorte d'arc-en-ciel. Alors ça n'a pas une forme d'arc, mais on voit un dégradé de couleur. Ce dégradé de couleur, donc, c'est un phénomène d'interférence. C'est également ce qui se passe lorsqu'on observe des bulles de savon ou des ailes d'insectes. On peut voir, en fonction de l'inclinaison, ce dégradé de couleur. Donc ça, c'est la bulle de savon et les ailes d'insectes. On aura l'occasion d'en reparler au travers d'exercices un petit peu plus tard. C'est ce qu'on appelle les couleurs observées, des couleurs interférentielles, donc comme leur nom l'indique, elles proviennent bien du phénomène d'interférence. Donc voilà pour les deux premiers phénomènes étudiés. Il y en aura un dernier pour lequel je ferai une vidéo spécifique. Voilà, et à très bientôt.